Salut à tous, on se retrouve pour cette seconde partie de l'épisode numéro 219 du podcast Dunk Hebdo. Un épisode, comme je vous l'ai dit, à rallonge puisqu'on va faire les previews des 8 séries de playoffs de ce premier tour NBA en direct de la bulle à Disneyland à Orlando. Avec moi toujours là depuis cette première preview sortie ce samedi du Bucks Magic, on retrouve Tom. Comment ça va, Tom ? Toujours bien et toi ? Ça va très bien, Tom. Et puis on a décidé d'un peu réagrandir l'équipe. On accueille Adrien. Ça va, Adrien ? Bah, très bien. Une très bonne semaine en tant que supporter lyonnais. Et puis on a appris hier, au moment où on enregistre, que Boylen ne revenait pas chez les Bulls. Donc ça va très très bien. Voilà. Les mecs se réjouissent. Il revit, Adrien. Il revient, Adrien qui en plus retrouve comme je l'ai dit, le MVP du live, Adrien qui retrouve, qu'on vous invite à aller écouter d'ailleurs, ce live de la semaine dernière avec toute l'équipe, le MVP du live, donc Adrien qui ne sera pas présentateur cette semaine. Je vais lui laisser faire les analyses sur ce Clippers Mavericks parce que oui, c'est la seconde série dont on va faire la preview ce samedi. Donc avant de rentrer dans le nerf de la guerre, comme d'habitude, vous connaissez les rappels, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur nos Twitter perso et aussi sur les applis de podcast où vous écoutez notre émission. Dernier rappel pour ceux qui nous écoutaient sur SoundCloud, on ne va plus publier sur SoundCloud, donc vous pouvez trouver notre podcast sur toutes les autres plateformes. Et puis comme d'habitude, 5 petites étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Nous on marque une toute petite pause, puis on se retrouve pour parler de cet affrontement, c'est mieux, de la tête de série numéro 2 affronte les Dallas Mavericks, tête de série numéro 7. Les Clippers cette saison, c'est 48 victoires pour 23 défaites et les Mavericks 43 victoires pour 32 défaites. Vous l'aurez remarqué, on enregistre ce podcast, on est transparent avant la dernière soirée de match, donc au niveau des bilans, on n'a pas le bilan définitif. Ce qui est sûr, c'est que c'est un affrontement entre deux des meilleures attaques NBA, puisque les Mavericks sont la meilleure attaque NBA, les Clippers sont la deuxième meilleure attaque NBA. Grosse différence par contre au niveau de la défense, les Clippers se classent 5e, les Mavericks 18e, et on va en reparler au niveau des affrontements cette saison. 3-0 pour les Clippers, dont un match dans la bulle, on va y revenir, souvent des confrontations à sens unique. Première série de playoffs pour les Mavericks depuis 2016. À noter, c'est le détail inutile pour briller en société, que c'est la première fois que les Mavericks affrontent les Clippers en playoffs et ils ont maintenant affronté toutes les équipes de l'Ouest en playoffs. Voilà, c'était pour l'anecdote. On démarre comme d'habitude avec un petit retour sur les résultats et la forme de l'équipe à l'intérieur de la bulle. Je vais commencer par toi, Adrien, et les Clippers. Les Clippers, avant la suspension de la saison, ils avaient enchaîné un très bon 7-1. L'équipe commençait à rouler. Qu'est-ce que t'as pu penser de ces Clippers dans cette bulle ? Est-ce qu'on commence à voir l'alchimie qu'on attendait tant se créer ? Eh ben justement, tu le mentionnais, on a fait un live la semaine dernière, on en a pas mal parlé des Clippers, il y avait beaucoup de questions à l'arrivée de cette bulle, justement cette question de l'alchimie avec cet effectif à rallonge, on y reviendra, avec beaucoup de monde, un banc avec un nombre de joueurs qui peuvent contribuer qui est assez impressionnant. Moi, j'ai pas encore les réponses après cette fin de saison dans la bulle. Donc côté Clippers, on a vu toujours de quoi sont capables Kawhi et Paul George notamment, mais sur l'ensemble de l'effectif, c'est pas encore clair ce que va faire Doc Rivers, qui était d'ailleurs le coach à suivre quand on en avait parlé dans la bulle sur ses rotations. Qui va jouer, qui ne va pas jouer. Est-ce que la rotation sera serrée chez les Clippers ou est-ce qu'on descendra comme on a pu le voir sur des minutes avec Joakim Noah ou je sais pas des Pat Patterson qu'on a vu un peu jouer? C'est peu probable, mais en tout cas sur le terrain, moi j'ai encore pas mal de questions. Je sais toujours pas comment qualifier ces Clippers. Alors ils sont forcément parmi les favoris évidemment, mais j'ai encore des questions. Moi si j'étais supporter des Clippers, je serais pas totalement serein. Tom, même impression. Est-ce que t'as aussi du mal à cerner les Clippers? À noter côté Clippers que la bulle a peut-être fait du bien parce que Paul George, c'est lui qui l'expliquait dans une interview la semaine dernière, a été toujours gêné par son épaule. On sait que c'est un problème récurrent chez l'ancien joueur du Thunder. Il a expliqué qu'il était à 100% au niveau de son épaule. Donc c'est une bonne nouvelle pour les Clippers. Mais pour en revenir à ma question première, plus globalement, est-ce que toi aussi tu tâtonnes un peu avec ces Clippers? Non, pas du tout. En fait, les Clippers, ils me rappellent vachement, en fait, les Cavs d'il y a quelques temps où l'équipe, tu sais de quoi l'équipe est capable à son plein potentiel. Ils te le montrent pas, mais tu sais, en fait, que les choses peuvent cliquer. Et en fait, moi, je me dis que, avec le temps, les joueurs ont pu, le fait que la saison ait duré plus longtemps,
les joueurs ont pu en fait faire ensemble et du coup développer une certaine alchimie. Donc je pense que, moi les Clippers qu'on attend de voir depuis longtemps, on les aura du coup dans ces playoffs. Et le fait de commencer par les Mavericks, une forte attaque, ça va leur permettre de monter directement en intensité en défense, là où ils sont censés faire le plus peur. Et je pense qu'on aura une belle équipe des Clippers durant ces playoffs. Et ben justement, comme on essaye d'être un peu plus bref sur ce retour bulle, on va peut-être parler un peu des Mavericks qui voulaient, on va être honnête de ce qui a un peu transpiré à l'occasion des interviews, etc., un peu éviter ces Clippers ratés. Adrien, je vais te lancer sur une question un peu provocatrice peut-être pour les fans des Mavericks. Est-ce que dans cette bulle, on n'a pas vu encore des Mavericks encore plus, entre guillemets, caricaturaux qu'avant, c'est-à-dire un Luka Doncic qui marche sur l'eau, une grosse attaque, mais alors une défense, mais aux abonnés absents total. On pourra faire référence à leur match contre les Rockets notamment. Enfin bref, une équipe qui a des forces, notamment l'attaque, toujours plus présente, mais qui pêche dans certains domaines. Ah c'est clair, tu l'as dit, c'était presque caricatural. Il y a aussi le match contre Portland où ça défendait d'aucun côté, où c'était une orgie offensive. Après, leur force de frappe offensive est toujours bien présente. Doncic paraît très fort, mais là où le bas blesse, justement, tu l'évoquais rapidement, que les Lakers sont à 3-0 durant la saison face aux Mavs, et à chaque fois Luka Doncic a eu beaucoup de mal face aux Clippers pour différentes raisons, notamment physiquement. Moi je l'ai trouvé très éreinté à la sortie de chaque confrontation parce que les Clippers ont de quoi envoyer du monde sur lui pour l'embêter, pour le gêner, pour l'obliger à faire des efforts supplémentaires. Et sachant que une grande partie de la puissance offensive des Mavs tient quand même sur le talent incommensurable de ce gars, Luka Doncic, qui nous a encore fait une masterclass contre Milwaukee, avec un overtime, mais il est impressionnant. Et donc quand il est limité, peut-être que le plan est assez clair d'ailleurs pour les Clippers, quand on arrive à limiter Doncic, ce qui pour le moment ils sont arrivés à faire pendant la saison, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué parce que les Mavs ne peuvent pas se reposer sur leur défense. Tom, même constat avant qu'on lance vraiment la preview de cette série, des Mavs qui peuvent s'appuyer sur un Doncic qui est alors il y a eu quelques joueurs grands dans cette bulle, mais moi honnêtement la plus grosse impression que j'ai eue dans cette bulle, c'est sûrement Doncic. Ah ouais, même devant Lillard? Peut-être moins dans... Je sais pas comment mettre des mots là-dessus. C'est embêtant quand on fait un podcast de pas réussir à mettre des mots sur quelque chose. La plus grosse prestation, enfin, si tu veux, le plus gros match pour toi, c'est lui qui l'a fait contre Milwaukee. Même il plane en fait. Ouais. Il plane Doncic, c'est ça. Ouais, clairement. Moi, je comprends un peu, je partage un peu ce qu'a dit Adrien, hein. Enfin, voilà, les Mavs, c'est une équipe héliocentrée, c'est-à-dire que toute l'attaque et tout le système offensif est centré autour d'un seul joueur qui va faire la pluie et le beau temps du coup pour toute cette équipe-là. Et en fait, l'équipe dépend totalement de son niveau à lui et aussi du pourcentage de réussite des shoots des autres joueurs qui sont autour de lui. En fait, Dallas cette saison, ils ont montré que ils ont battu des records offensifs. C'était la meilleure attaque de la ligue, comme tu l'as dit. Et à un moment, ils avaient un offensive rating record où ils étaient à 120 points pour 100 possessions, quoi. Enfin, le truc vraiment de malade mental mené par Luka Doncic. Et en fait, cette équipe-là, elle a perdu quand même des joueurs importants qui sont pas là dans la bulle, notamment Dwight Powell, qui leur enlève un peu de verticalité face au cercle. Et je pense que ça joue, puisque aujourd'hui, Maxi Kleber, il est dans un rôle un peu différent. Tu vois, Maxi Kleber, il est un petit peu plus au sol et beaucoup moins explosif, beaucoup moins direct vers le cercle. Et il force aussi Kristaps Porzingis à faire un petit peu tout le boulot du poste 5 vertical, alors qu'on sait que Kristaps Porzingis, c'est plus un joueur au large. Donc, il y a eu quand même quelques tweaks entre guillemets, quelques petits changements en fait dans cette équipe des Mavs qui font que Montagne apprécie. Voilà, qui font que je pense que c'est pas l'équipe de la saison régulière qu'on a, et malheureusement pour eux, ils tombent sur, je pense, le pire match-up pour eux, malheureusement. C'est ça, c'est sur ce je n'arrive plus à faire des phrases. C'est encore embêtant quand on fait un podcast. J'allais vous amener sur ça, justement. Entre ce que vous avez décrit, donc, Paul George, Kawhi Leonard, c'est-à-dire deux joueurs qui peuvent défendre sur Luka Doncic, une équipe extrêmement physique contre les Mavericks, une grosse attaque aussi et une meilleure défense. Qu'est-ce que peuvent faire les Mavericks pour inquiéter ces Clippers? Là, je ne lance personne, c'est juste une bouteille à la mer dans cette preview de cette série. Comment on peut en gros éviter, c'est encore une fois les questions bateau quand on a ces affrontements 1-8 ou 2-7, comment on peut éviter le sweep?
côté Mavericks. Bah tu vois, moi par rapport à ce que disait un peu Tom sur les Clippers qui sont un peu sur pas à fond sur la pédale, on va dire, et qui attendent le déclic, peut-être que déjà cet élément de surprise, alors c'est rien hein, comme avantage, mais ce petit moment où le clic peut peut-être se faire pas immédiatement, parce que moi je pense quand même que c'est pas aussi simple que ça de déclic comme faisaient les Cavs il y a quelques saisons, parce que LeBron James et la majorité de l'effectif se connaissaient bien. Et je pense que c'est pas aussi simple que ça, même si c'est possible. Je pense que déjà les Mavs peuvent jouer là-dessus. Et ensuite, ce qu'a dit Tom est très très vrai, c'est que bon, il y a Luka Doncic, et il faut que les autres mettent dedans. Pour le moment, il y en a, même si bon, effectivement, la perte de Dwight Powell est embêtante. Seth Curry est très bon, Dorian Finney-Smith met dedans, Maxi Kleber met dedans, Kristaps Porzingis a fait des belles performances dans cette bulle. Il a été plutôt régulier. Donc c'est peut-être à ces gars-là de prendre le pas, mais sur le papier, c'est évident que les Clippers sont largement favoris. Tom, comment on défend sur les Clippers? Parce que je lisais... avec cet effectif-là. Ouais, avec cet effectif-là, ça a l'air très compliqué. Je lisais un article sur un site lié aux Mavericks qui se pavanait un peu du fait que Tim Hardaway avait des bonnes stats en saison régulière contre Paul George. J'en venais quand même à me dire dans ma tête et à penser, si tu te pavanes là-dessus, on est quand même dans un degré d'inquiétude qui est très haut quand même, hein, parce que c'est assez inquiétant. C'est vrai que globalement, j'ai plus l'impression que c'est vraiment, on se demande vraiment comment ils vont défendre là-dessus. J'adore ce joueur, mais quand je dis que peut-être Michael Kidd-Gilchrist pourra avoir peut-être quelques minutes, ça fait très très peur sur les réponses défensives potentielles des Mavericks face aux Clippers. Bah, c'est assez inquiétant, et puis voilà, enfin. La problématique, je sais pas si tu peux vraiment stopper ces Clippers-là. Tu peux peut-être essayer de les freiner en les forçant à faire du 1 contre 1. Par exemple, quelque chose qui serait intéressant, ce serait d'offrir des match-ups favorables à Marcus Morris pour qu'il prenne les shoots en fait. Comme ça, Marcus Morris, c'est le type de joueur clairement qui, lorsque par exemple il va recevoir le ballon, si jamais il a un mismatch, il va pas la rendre, c'est sûr. Il va pas redonner la balle et il va essayer de jouer son adversaire direct. Donc, ce serait peut-être, voilà, les Clippers, c'est plutôt une attaque, c'est pas une attaque huilée en fait, les Clippers, c'est vraiment une attaque par à-coup où t'as beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence individuellement. Une attaque de talent. Voilà, c'est ça, c'est une attaque de talent où les décalages se font essentiellement sur de l'élimination de joueurs plutôt que sur un jeu de passe qui va créer des décalages. Donc du coup, le seul moyen en fait, c'est d'essayer de mettre la balle dans les mains des joueurs les moins efficaces des Clippers, quoi. Parce que même, tu vois, Dallas, l'avantage qu'ils auraient pu avoir, c'est la profondeur, mais personne n'est plus profond que les Clippers. Puis c'est une profondeur, on peut le dire, Adrien, je vais dire polymorphe un peu. Ils ont vraiment beaucoup de profils. Et par exemple, un profil comme Porzingis ne va pas en ça gêner les Clippers. On a pu voir dans les affrontements en saison régulière qu'il a pas eu des gros stats. Premier playoff aussi de Porzingis. Enfin, globalement, là où on y reviendra peut-être, c'est peut-être une série qui se profile. Les Clippers, Anthony Davis pourrait poser problème parce que Davis peut aussi jouer dos au panier, etc. Il a ce jeu intérieur-extérieur. On l'a dit, Porzingis très fort dans la bulle, mais Porzingis très fort parce qu'il a un jeu de... Enfin, c'est un arrière de 2-21 en fait, Porzingis. Ouais, non mais totalement, leur effectif, là, ce que tu disais qui est profond et polymorphe, c'est vraiment le mot. C'est-à-dire que là où par exemple les Mavs ont pu faire souffrir sur séquence Houston dans la bulle en jouant grand avec Boban, bon une fois qu'Harden était sur le banc, mais avec Boban, ce qui était très problématique au rebond notamment pour Houston, les Clippers ils sont capables de s'adapter à jouer un peu plus grand si nécessaire avec donc t'as Zubac, donc c'est Zubac et Morris la plupart du temps qui ont joué titulaire, et tu vas avoir Montrezl évidemment pour revenir une fois qu'il sera prêt. Donc ils ont quand même de la taille, et en même temps tu peux pas non plus les jouer en vitesse puisqu'ils sont voilà, ils peuvent jouer voilà Marcus Morris en 4, Kawhi, Paul George sur tes ailes, c'est pas en vitesse que tu vas les prendre, donc ils sont vraiment très très compliqués. Ils ont des options, de toute façon on le dit depuis le début de la saison, hein, cet effectif des Clippers c'est celui qui offre le plus d'options à leur coach, à Doc Rivers, qui doit quand même assez jubiler à l'idée d'avoir une série en 7 matchs où je pense qu'il y a quand même 2-3 peut-être ajustements côté Clippers qui peuvent être bien gênants pour les Mavs. Et effectivement pour Porzingis c'est compliqué parce que lui au contraire peut se retrouver isolé ou ciblé par les Clippers. Clairement, puisque même tu vois, quand tu regardes cet effectif des Clippers, même au-delà des noms que tu as cités et des joueurs que tu as cités, hein, mais ils ont quand même
pas mal de profils encore différents envoyés. T'as du Patrick Patterson, même s'il va pas jouer énormément. T'as du Jamichael Green, aussi dans un rôle un peu besogneux par exemple sur Porzingis. T'as Joakim Noah aussi à envoyer, qui peut prendre quelques minutes si jamais les Mavs décident des problèmes de faute d'envoyer Boban et tout ça. Donc en fait, c'est vraiment ça en fait la force de cet effectif là. Et je pense pas qu'ils ont trop de choix. Ils ont vraiment de quoi faire. Ils ont pas mal de petits plans à envoyer. Donc je pense que les petits plans vont marcher contre des équipes où le niveau de talent est moindre, notamment les équipes héliocentrées. Bon, par exemple Luka Doncic, où les autres joueurs en fait ils ont du mal à créer des jeux. Par exemple, c'est une équipe qui, si elle commence à trapper par exemple Doncic très haut, à la manière de ce qu'on a pu voir hier, voir les équipes faire contre Portland lorsque Damian Lillard a mis son shoot du logo, tu vois. Par exemple, si les Clippers commencent à trapper un peu comme ça, ben je pense que ça va être beaucoup plus difficile pour les Mavs de trouver une solution, tant Luka Doncic est important et le maître à jouer de l'équipe. Donc c'est là où je me dis que en fait le plan B, si tu veux, des Mavs est vraiment pas bon du tout, parce qu'en fait, eux, c'est une équipe qui donne la plénitude d'elle-même quand elle est à son paroxysme offensif, et malheureusement, le delta qu'il y a entre leur niveau d'attaque et le niveau de défense des Clippers maximal, et le delta qu'il y a entre le niveau d'attaque et le niveau de défense maximal des Mavs, ben, la différence est beaucoup trop grande. Alors, je vais poser une question avant qu'on fasse notre joueur à suivre et notre pronostic, les gars. En quelques mots, je vais peut-être blasphémer, mais est-ce que c'est inimaginable, peut-être que sur un match, mais que Luka Doncic soit le meilleur joueur sur le terrain pour sauver ses Mavs du sweep? Est-ce que c'est imaginable, ou alors c'est quand même trop lui demander dans une série où il y a quand même Kawhi Leonard, MVP des finales en titre? C'est beaucoup lui demander, mais on l'a vu face à Milwaukee faire une masterclass. Moi, ce gamin, on en parlait la semaine dernière pendant le live aussi sur l'histoire du MIP, avec Tom qui le défendait en disant que la progression de Luka Doncic, voilà, il le défendait vraiment, mais en plus les arguments étaient honnêtes, c'est-à-dire que voilà, la progression de Luka Doncic est surnaturelle. Alors après, c'est les premiers playoffs, même si on sait qu'il a vécu en Europe des matchs à fort enjeu, notamment au Real Madrid. Mais ça va être compliqué, mais c'est pas impossible. Moi, je dirais pas que c'est totalement impossible. C'est improbable. C'est pas le scénario sur lequel je mettrais de l'argent, mais c'est pas totalement impossible. Je sais pas si tu le vois comme ça, Tom. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Mais je pense qu'il peut quand même l'être sur peut-être un match. Mais je pense que même s'il est sur un match, ça suffira pas, parce que il faut que Porzingis soit au moins le joueur 3. Tu vois, le jour où Doncic est le joueur 1, le meilleur joueur sur le terrain, faut que Porzingis soit au moins le joueur 3, parce qu'il y a un trop gros delta ensuite entre Porzingis et les autres joueurs des Clippers. Donc, moi, je pense que et les autres joueurs des Mavs aussi, qui sont en dessous. Donc, du coup, je pense qu'il peut vraiment l'être, il peut vraiment rayonner, mais je pense que ça suffira pas, tout simplement. Je pense que ça suffira pas, et je pense qu'à l'usure, il va se faire avoir à l'usure, Porzingis. Physiquement, ce que je disais, ça va être dur. Les matchs auront rapproché, et je les vois peut-être prendre un match, voire deux, mais pas beaucoup plus. Franchement, 2, ce serait même, je pense que 2, c'est même beaucoup. On ne grille pas son pronostic, puisqu'on on doit passer par le joueur à suivre. Alors, ça reprend un peu ce qu'on avait fait. On avait fait un épisode là-dessus en 2 parties il y a quelques semaines sur les joueurs à suivre dans la bulle. À l'intérieur de cette série, qui vous allez vouloir suivre? Alors moi, je vais commencer. J'ai donné son nom, c'est Paul George. Paul George, pourquoi? Parce que Paul George entame une nouvelle série de playoffs. Alors, il nous l'a dit dans une interview, enfin pas à nous, mais il l'a dit. Il est en pleine forme, son épaule est guérie. Et je trouve que Paul George, quand même, ça fait longtemps, au début du podcast, je me rappelle souvent, on avait l'habitude de dire playoff Paul George. Voilà quelques années. Alors, il a peut-être été blessé. C'est vrai que Paul George n'est pas le joueur le plus étincelant au niveau playoff. Là, il a une opposition à l'aile qui est quand même largement en sa faveur. Donc, même si Kawhi risque de prendre la lumière et Doncic de l'autre côté, j'ai envie de voir un Paul George quand même dominant, efficace, comme il a su l'être sur la bulle. Enfin, j'ai envie de voir du grand Paul George, moi, de mon côté. Bah écoute, je t'en prie, Tom, si tu veux donner le tien. Moi, ce sera vraiment le dieu Doncic Porzingis. La dernière fois, on avait parlé de Seth Curry.
toi et moi, il me semble, Adrien, on avait parlé de Oui, tout à fait. Mais là, suite à ce que j'ai vu dans la bulle, j'ai envie de voir le duo Doncic-Porzingis face à ce qui se fait de mieux à l'aile, en fait, vraiment. Donc j'ai vraiment envie de les voir, et surtout envie de les voir dans le clutch, puisque Dallas, meilleure attaque de la ligue avec 117 points sur 100 possessions. Mais quand tu arrives dans le clutch, il passe à 99 points sur 100 possessions, avec un Luka Doncic avec un usage de 34,5 pour un true shooting de 42 ou 44, et Porzingis qui a un usage de 26 pour un true shooting de 46. Donc moi j'ai envie de voir ces gars-là, et aussi dans le clutch, puisque Dallas a vraiment des problèmes pour clôturer ses matchs. Pour les non-amateurs de stats avancées, ce qu'a dit Tom, c'est que dès qu'ils sont en fin de match, ils marquent plus. Voilà, je fais la traduction. Je fais la traduction. Adrien, tu as surveillé qui au sein de cette série? Bah finalement, je vais pas être original. Moi, c'est Doncic, comme je le disais, il m'a impressionné. Donc c'est vraiment Doncic qui est à suivre. Mais je pense que Tom a tout dit. Et si je devais nommer quelqu'un d'autre, eh ben je répéterais ce qu'on avait dit dans la preview. Et je dirais Doc Rivers pour qu'est-ce qui va se passer au niveau des Clippers, quels sont les choix qui vont être faits, comment il va remettre en place ces 2 sixième hommes, on va dire, même si Montrezl a quand même pris le pas cette année dans cette rotation. Comment ça va s'organiser du côté des Clippers? Est-ce que ça va cliquer comme le disait Tom? Voilà, c'est le deuxième point d'intérêt derrière Monsieur Luka Magic. Très bien. Et d'ailleurs, je glisse juste ça là. C'est vrai, Tom, j'avais noté, moi, dans les points peut-être à exploiter côté Clippers. C'est vrai que les Clippers, c'est une équipe, vu que Kawhi et Paul George n'ont pas joué tant de matchs que ça, entre guillemets. C'est une équipe peut-être qui en fin de match est un peu friable. Le problème, c'est que les Mavericks sont aussi friables en fin de match et qu'ils ont du mal dans ces séquences-là. Donc c'est très compliqué. Messieurs, on a passé la barre des 20 minutes, on s'approche des 25 minutes. C'est le moment tant redouté. Adrien, c'est ta première. Je t'explique alors comment ça se passe. C'est qu'en fait, ces pronostics-là, on te dira jamais quand tu as bon au playoff, mais toujours quand tu te trompes, tu en entendras parler. Donc, on va te bisuter, on va te laisser commencer. Qu'est-ce que tu pronostiques pour cette série? Bon, je pense qu'on va beaucoup me parler alors, vu que il y a parfois des choix qui vont être plus ou moins raisonnables, mais là on aime les gens qui tentent. Oui, non mais bien sûr, mais là je vais être un peu dans l'idée de ce que disait Tom, c'est-à-dire que je vois Luka Doncic en prendre un, et j'ai envie de voir cette équipe des Mavs en prendre 2, même si je pense pas que ce soit le plus probable, donc je vais quand même dire 4-2. 4-2 pour les Clippers évidemment. J'ai vraiment du mal à voir Dallas battre les Clippers sur une série en 7 matchs, ça me semble très très compliqué. Tom, de ton côté, donc on a donc 4-2 pour Adrien. Moi, je dirais 4-1 en fait, puisqu'il y a pas d'effet retour à domicile, tout ça. Donc 4-1. Ouais, ce dont on avait parlé on va reprendre certaines des thématiques qu'on avait fait dans le podcast Bucks Magic, parce que moi je vais parier 4-1 comme pour le Bucks Magic, je parie 4-1 uniquement parce qu'on est dans la bulle et que j'ai du mal à voir les Clippers, même s'ils ont été parfois rassurants, enchaîner 4 victoires de suite, qui plus est contre une équipe qui peut prendre feu comme ça. Donc je pense qu'il y a trop de puissance de feu du côté des Mavs, même s'ils défendent pas, pour se prendre un sweep. Encore une fois, comme j'avais dit pour l'autre série, dans un contexte normal, j'aurais mis 4-0. Mais là, la bulle me fait dire que là, 4-1. Allez, je mets le gentleman sweep, comme on a l'habitude de dire. Messieurs, je vais juste... Pas. Ah, Montaigne ne comprend pas. Alors, le coup de balai... Du gentilhomme. Du gentilhomme. C'est horrible. C'est... Messieurs, je vais juste finir cet épisode-là par une question, parce qu'il y a un article de Sports Illustrated que je lisais juste avant qu'on enregistre l'épisode. Est-ce que c'est la série la plus intéressante du premier tour? Moi, bonne question. Moi, je dirais oui. Je dirais oui dans le sens où tu peux avoir les plus grosses explosions vraiment, en fait. Je pense que tu peux avoir les choses les plus spectaculaires et les plus grosses explosions vraiment. Tu vois, par exemple, un gros carton de Luka Doncic, ou Paul George qui prend feu au tir, ou Landry Shamet qui prend feu au tir, ou Porzingis qui se met à poster. Enfin, tu vois, Porzingis, quand il est chaud, tu vois, c'est quelque chose que tu veux voir, hein. Ça arrive pas souvent, les gars de 2-21 qui te mettent des step back. J'ai cru que t'allais dire, ça arrive pas souvent qu'ils soient chauds. Non, des gars de 2m21 qui peuvent te mettre des step back à 3 points, qui vont shooter à 9 mètres et demi, 10 mètres. Donc, lui aussi, c'est quelqu'un qui est très agréable à voir jouer aussi quand il est chaud. Et aussi, je pense que c'est aussi le côté passage de témoin, où l'équipe qui, entre guillemets,
le favori de l'Ouest entre guillemets contre un peu l'équipe qu'on n'attendait pas, où il y a une future superstar émergente. Ouais, je comprends le point de vue, mais bon, je pense qu'en termes de spectacle, ça peut être vraiment bien, mais la série qui se dessine entre les Lakers et les probables Blazers, moi, me chauffe quand même grandement. Donc, je suis d'accord avec Claude qui tape des matchs à 50. Non, mais là, 150 points en 3 matchs, là, non, c'était trop, Lillard, c'était trop. Ouais, je rejoins Adrien, je suis d'accord. Peut-être avant qu'on connaisse le play, parce que vous devinez que vu le moment où sort le podcast et le moment où on l'a enregistré, vous devinez bien qu'on ne connaît pas encore l'affiche de cet affrontement 1-8 à l'Ouest, mais c'est sûr que je suis d'accord avec Adrien. En fait, je suis d'accord avec vous deux, mais je donne l'avantage à tout simplement parce que ça sera la première fois qu'on verra aussi les Lakers de LeBron en playoff. C'est la première fois qu'on verra LeBron en playoff sous le maillot des Lakers. C'est la première fois qu'on verra cette association avec Anthony Davis. Puis Lillard est en train de faire un chantier pas possible, donc je voterai quand même pour celle-ci si elle arrive, bien sûr. On souhaite aux Grizzlies de Tom de passer, mais ça semble un petit peu compliqué. Il faut gagner 2 matchs là, ça va être compliqué. Ouais, ça paraît extrêmement compliqué. Et voilà, une nouvelle, j'allais sortir un anglicisme horrible, donc on va dire une nouvelle preview est terminée, donc de cet affrontement entre les Clippers et Dallas. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les applis de podcast, sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle preview. On va rester à l'ouest puisqu'on va parler de l'affrontement entre les Nuggets et le Jazz de Utah. On vous souhaite une très bonne soirée et à demain. Bonne soirée. Salut. Salut.